Mesdames et messieurs, en tant que présidente de l'association Jump pour l'égalité et au nom de toute notre équipe, nous sommes extrêmement, mais vraiment extrêmement heureux de vous accueillir à cette première édition du Forum Jump de Lyon. Quel chemin parcouru pour arriver à cette journée? C'est un projet, en effet, qui est né en 2013 à l'initiative d'autres femmes, d'autres lyonnaises, en particulier Corinne Hardy de l'association Alliance pour la mixité en entreprise, qui est une association qui rassemble une quinzaine de réseaux de femmes dans les entreprises à un niveau national, mais c'est un bureau qui est lyonnais, avec des femmes extrêmement actives, qui nous ont rencontrés pour venir regarder ce que l'on faisait et nous solliciter pour que nous venions à Lyon. Alors, cette idée, elle a pris du temps parce que d'abord, nous sommes une entreprise sociale et nous avons à cœur de fédérer les énergies autour de l'égalité professionnelle. Nous voulions d'abord comprendre comment notre plateforme et notre mission pouvaient s'interfacer de manière positive avec toutes les belles initiatives qui existaient déjà sur la région lyonnaise. Et avec Isabella Denarduzzi, notre fondatrice, nous avons passé beaucoup de temps à rencontrer des personnes de notre région. Nous avons écouté pour bien comprendre comment nous pouvions créer un événement pour les Lyonnais, par les Lyonnais, et qui s'inscrive surtout dans la durée. Donc voilà, nous sommes là aujourd'hui, nous sommes vraiment très heureuses. Notre objectif en préparant ce forum a été de trouver surtout des talents de votre région et de mettre à disposition tout notre savoir-faire auprès de vos entreprises, vos organisations, pour que vous puissiez découvrir, partager, apprendre et surtout vous engager sur un sujet fondamental pour notre société. Chez Jump, nous portons profondément la conviction que l'égalité des genres permet une société plus juste. Plus juste parce que nous avons à cœur de former, d'informer, de partager. C'est un travail inlassable. Le meilleur de ce sujet avec les hommes, mais aussi avec les femmes, bien sûr, qui s'intéressent au sujet de l'égalité. Notre mission chez Jump est de faire en sorte que la prise de conscience soit partagée par les femmes pour qu'elles osent être ambitieuses et qu'elles puissent faire des choix de vie conscients, et aussi par les hommes pour qu'ils s'engagent eux aussi sur le chemin de l'égalité, car aujourd'hui ils ont encore les clés du chemin de l'égalité pour ouvrir ce monde masculin qui a été construit par eux et pour eux. Le thème de notre forum, Osons activer tous nos talents, n'a pas été choisi évidemment par hasard. Parler du genre comme une diversité parmi les autres est pour nous un défaut de langage. Et pourquoi? Mais parce que les femmes ne sont pas une minorité. Elles représentent 50% de l'humanité, c'est quand même une chose importante auquel nous devons être attachés, et nous devons absolument changer de regard. Changer de regard, nous les femmes, et changer de regard, vous les hommes. Le but de Jump est donc pas seulement d'aider les femmes à réussir, mais aussi de créer une culture qui valorise cette diversité des genres et des talents offerts par les hommes et par les femmes. Alors évidemment, si dans notre pays, nous sommes tous convaincus que la femme est l'égale de l'homme, il n'en est pas de même pour les valeurs féminines. Nous vivons dans un monde qui est encore dominé par des codes de pensée, de comportement traditionnellement considérés comme masculins. Par exemple, les codes du contrôle, de la concurrence, les rapports de force, l'exercice du pouvoir. Et on est toujours dans cette perspective binaire. Et aujourd'hui, cette façon de penser a provoqué un certain nombre de choses. La crise, les conflits, l'inégalité. On parle aussi de l'épuisement des ressources de la Terre. On en parlera aussi cet après-midi. Les prises de risques aussi parfois à considérer. Et on voit bien que les entreprises sont écartelées entre ces notions de performance économique et de performance sociale et sociétale. Or, quand les entreprises adoptent les valeurs féminines, elles doublent les ressources qu'elles peuvent consacrer à relever leurs défis. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2014, à Davos, l'entreprise Manpower avait fait une étude qui était extrêmement intéressante, qui montrait que 35% des entreprises font face à une pénurie de talents. Et que parmi ces 35%, 24% d'entre elles cherchent à recruter des ressources alternatives de talents. Et seulement 2% de ces mêmes entreprises recrutent activement des femmes. C'est assez peu. Pourtant, il existe 862 millions de femmes à travers le monde qui peuvent participer à l'économie globale. Ce chiffre doit être considéré comme la plus grande source de talents inexploités.
D'ailleurs, le Japon en a fait même sa cause nationale. Donc pour explorer ce thème avec vous, nous avons invité des oratrices et des orateurs visionnaires qui vont vous proposer des pistes concrètes pour changer de paradigme. Et ce que beaucoup d'événements font déjà, donc Jump, on essaye de le faire différemment, avec d'autres profils d'orateurs, mais aussi parce qu'on met l'égalité au cœur de la réflexion. Différemment aussi parce que les intervenants, vous l'avez constaté, sont majoritairement des femmes, ce qui est extrêmement rare dans le monde économique. D'habitude, c'est l'inverse. Différemment enfin, car Jump propose aussi des voies inexplorées. Je voulais aussi vous rappeler que dans notre pays, on a depuis 2 ans des avancées législatives en faveur de l'égalité professionnelle qui n'ont jamais été aussi nombreuses. Alors on a fêté en 2014 les 70 ans du droit de vote des femmes en France, en 2015 les 50 ans du droit de l'indépendance financière, et puis en 2014 il y a quand même une avancée majeure qui nous donne beaucoup d'espoir, qui est la gestion de la parentalité. Voilà, et l'accès au congé de paternité, qui aura un impact très important sur notre société à terme. L'année dernière, on avait fait intervenir une chercheuse qui venait de Norvège. La Norvège est le pays qui a mis depuis 20 ans en place ces politiques d'égalité et de parentalité. Et elle a pu témoigner en tout cas de ce que ça avait changé dans le monde de ce pays. Voilà, donc en tout cas, on a une société avec des choses qui sont en train de bouger comme jamais. Pour autant, la place des femmes dans l'économie se heurte toujours au plafond de verre, et c'est là-dessus que nous devons continuer à travailler. Alors, un mot encore pour vous dire que cette journée n'aurait pu voir le jour sans l'engagement d'une entreprise et de ses dirigeants à nos côtés dans cette aventure. Nous remercions donc très sincèrement l'Institut Mérieux pour avoir cru en nous, et surtout les équipes de Biomérieux de nous avoir accompagnés étape par étape dans la réalisation de ce projet. Et donc je vous demande d'applaudir très chaleureusement notre président d'honneur, Michel Babot, qui est directeur général délégué de l'Institut Mérieux, directeur des ressources humaines et de la communication de Biomérieux. Michel, merci. Mesdames, Messieurs, au nom de Messieurs Alain et Alexandre Mérieux, de la société Biomérieux, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui au Mont-Solar pour ce premier forum Jump en région Rhône-Alpes. Madame Léonard aussi, fondatrice de Jump, Annick Devancet, présidente aujourd'hui de Jump, un grand merci de nous avoir choisis et d'avoir travaillé avec nos équipes à l'organisation de ce bel événement. Je crois que ce lieu un petit peu magique prend toute aujourd'hui sa splendeur grâce à vous, ce rose qui illumine nos pièces. En tout cas, vous mettre en valeur ce lieu. Ce lieu, il a une histoire, je vais en dire quelques mots, puisque nous en avons fait l'acquisition en 2009, mais il est, comme vous en doutez, bien plus ancien, puisque sa construction remonte à 1842. C'était une maison de maître qui a été édifiée sur un ancien château fort qui avait été détruit. Il a appartenu à différentes familles, dont une famille connue à Lyon, Il a malheureusement été victime des événements de l'histoire, et au moment de la Seconde Guerre mondiale, il a été à la fois détruit et pillé par les Allemands, ce qui fait qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il est devenu le lieu pour un certain nombre de réfugiés. Puis en 1954, les femmes ont pris place dans ce lieu puisqu'il est devenu un couvent. En effet, les sœurs Clarisse ont racheté cet endroit et l'ont habité jusqu'en 2005, faisant construire une église qui a été détruite parce qu'elle était vraiment d'un style épouvantable, un style stalinien, mais en tous les cas, elles ont habité ce lieu jusqu'en 2005 et nous avons eu l'opportunité de racheter donc 5 hectares parmi les 13 hectares de ce parc avec le père Bernard Devers qui a lui-même construit une maison pour les personnes en fin de vie n'ayant pas les moyens de se loger autre part. C'est un bon projet. Aujourd'hui, ce lieu de Mont-Solar accueille une université, un lieu de formation, de partage à la fois pour l'ensemble des collaborateurs du groupe et un lieu d'accueil aussi pour des événements extérieurs, pour des formations également destinées à d'autres sociétés du groupe. N'hésitez pas, si vous voulez venir ou même partager cet endroit, les équipes de l'université sont très heureux de se mettre à votre service pour organiser des événements. Pour Delphine Boissin, je voudrais remercier Delphine qui est à l'origine de cette initiative. Merci Delphine, merci à toute la communauté Word de tout ce qui est fait pour promouvoir cet événement aujourd'hui d'organisation. Lorsque Delphine, un peu plus d'1 an, m'a fait part du souhait de Jump de faire quelque chose en Rhône-Alpes et de s'associer à nous, je crois qu'on a tout de suite dit oui avec Delphine parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des liens, je crois, entre Jump et le groupe Mérieux,
partageant à la fois une tradition d'entrepreneurs et d'humanistes, même si c'est dans le cadre d'une organisation, d'une association, pardon. Et donc on s'est tout de suite senti à l'aise en disant il y a quelque chose à faire ensemble. Le sujet que vous portez, j'ai envie de dire, il a toujours été prégnant dans le groupe Mérieux. Si on se réfère un petit peu aux 5 piliers, 5 forces, je ne sais pas comment on peut les appeler, qui font la culture de cette maison, c'est la santé publique. La santé publique, elle est au service de tous, elle ignore les hommes et les femmes. Ça fait 100 ans que cette maison fait ce travail, et donc on est très à l'aise avec ce premier concept. Le deuxième, c'est l'engagement sociétal. Je crois que Biomérieux est une entreprise responsable depuis toujours, qui a toujours eu à cœur de jouer un rôle dans sa cité, à 2 fondations, a toujours pu promouvoir un certain nombre de sujets, et un peu comme M. Jourdain, on n'a pas attendu qu'il y ait un certain nombre de lois et de règlements pour mettre en place tout ce que nous considérions nécessaire à le bon exercice de nos activités. Le troisième pilier, c'est clairement l'esprit pionnier. L'esprit pionnier, ça a toujours marqué cette maison, d'aller aussi bien d'un point de vue biologique, technologique, mais aussi d'être pionnier dans les territoires, d'être pionnier par la façon d'aborder les situations et d'être pionnier avec des hommes et des femmes qui ont fait l'histoire de cette maison. Le quatrième point, c'est sans frontières. M. Mérieux a toujours pour but de dire les bactéries et les virus ne connaissent pas les frontières entre les pays, mais ne connaissent pas les frontières non plus entre l'homme et l'animal, entre l'homme et la femme. Et aujourd'hui, c'est encore une preuve que nous étions pionniers dans ce domaine-là. Enfin, nous sommes très fiers de l'ensemble de notre histoire, des racines de ces 100 ans d'histoire. Et je dirais que, pour reprendre une phrase de Charles Mérieux, la tradition n'est pas l'ennemi, mais le support de l'audace. Et donc, ce qui nous a permis d'être audacieux aujourd'hui, de faire 90% de notre chiffre d'affaires en France, c'est grâce à cet esprit, grâce à des hommes et des femmes qui, partout dans le monde, ont servi le groupe. Comment, aujourd'hui, Biomérieux peut-il s'inscrire en termes d'équilibre homme-femme? Je dirais plutôt bien, puisqu'on a 55% de femmes contre 45% d'hommes. Je crois qu'il n'y a plus de discrimination ni en termes d'embauche, ni de salaire, ni de promotion. Là où on a probablement un effort à faire, c'est dans l'inclusion des femmes au plus haut niveau. On était, il y a encore 10 jours en séminaire à Marseille, on réunissait les 170 principaux cadres du groupe. On est 25% de femmes. C'est à la fois peu et beaucoup, beaucoup par rapport à ce que c'était il y a 5 ans, peu par rapport à ce qu'elles peuvent apporter. Et on n'a malheureusement pas assez encore de femmes au niveau du comité de direction. Donc l'inclusion des femmes au plus haut niveau nous paraît essentielle parce que plus on les inclura, meilleure sera la performance. Et je suis convaincu que Biomérieux, qui a une stratégie très claire pour les 5 ans, a un risque majeur, c'est un risque d'exécution. Afin d'améliorer et je dirais de faire face à ce risque, plus nous serons capables de mettre des femmes au bon niveau, plus nous pourrons réduire ce risque parce qu'elles apportent à la fois par leurs compétences, leur savoir-faire et par l'équilibre et la diversité qu'elles incarnent, le bon objectif à atteindre. Je dirais que l'autre, à titre personnel, ce qui me touche peut-être le plus, d'abord j'ai un immense plaisir, moi, à avoir plus de femmes que d'hommes dans mes rapports directs. Je souhaite une chose, c'est qu'un jour une femme me succède à la tête des délégation des ressources humaines de Biomérieux. Je trouve que ce sera un signe très positif et très fort. Ce qui me marque le plus, c'est peut-être, je dirais, je vais raconter une anecdote où on a à haut niveau un membre du direction qui habite Paris et une femme qui était à haute retraitée qui habitait aussi Paris. Le collègue qui habite Paris, d'avoir Philippe Lapertier, il m'a jamais dit tiens, c'est difficile pour moi de travailler à Lyon, d'habiter Paris. Et une des femmes responsables est venue me voir l'année dernière, elle me dit Michel, je ne sais pas si je vais rester chez Biomérieux. J'adore cette société, mais quand je suis chez Biomérieux, je suis très heureuse, mais je me sens très coupable de ne pas être à Paris avec mes enfants. Et quand je suis à Paris avec mes enfants, je me sens très coupable de ne pas être avec Biomérieux. Et je me suis dit, c'est peut-être la plus grande inévitabilité de l'heure aujourd'hui. Il faut impérativement qu'on puisse mettre en place au niveau de Biomérieux, on a essayé de le faire, un équilibre de vie entre le travail et la vie de famille. Donc on a mis un certain nombre de choses en place, mais il faut qu'on y aille plus loin pour enlever cette culpabilité. Et elle servira aussi aux hommes, on en parlait hier avec une collaboratrice. Je pense que les hommes qui aimeraient moins travailler, mais aujourd'hui, je veux dire, on va peut-être être moins présent certaines heures ou autres, pour se consacrer à la vie de famille, c'est toujours un obstacle. Donc je pense que si on permet à chacune de nos femmes chez Biomérieux d'avoir un bon équilibre vie personnelle, vie professionnelle, ça sera au bénéfice de tous, au bénéfice de l'entreprise, au bénéfice aussi des hommes. Je dirais que le talent n'a pas de genre, il est masculin et féminin, et qu'aujourd'hui, même si Biomérieux n'est pas, je
je dirais, aussi loin qu'ils le voudraient. On a fait un certain nombre d'efforts. On est très preneur aussi de cette journée pour apprendre de Jump et de l'ensemble de ses participants des bonnes pratiques, parce qu'il y a toujours un certain nombre de choses et cette maison est toujours ouverte sur ce qui se fait à l'extérieur. Donc on compte sur vous pour nous donner des idées nouvelles, des axes de direction nous permettant de progresser. En tous les cas, un grand merci. Toutes les équipes de Mérieux Université, de Biomérieux sont à votre disposition aujourd'hui pour vous accompagner dans cette belle journée et vous souhaiter un très bon séminaire. Merci beaucoup, Michel. Alors, je sais que vous êtes curieux justement de découvrir notre forum, donc on va passer à la conférence suivante, mais si vous le souhaitez, allez vous promener dans les différents ateliers pour découvrir tous les champs de Jump. Vous êtes le bienvenu. Alors, merci beaucoup. Je vais vous présenter Marie-Françoise Potreau, qui va venir me rejoindre. Voilà, Marie-Françoise est notre maîtresse de cérémonie. Je vais la laisser se présenter et vous raconter d'où elle vient. C'est une grande femme du féminisme français et nous sommes très heureuses qu'elle nous accompagne aujourd'hui. Merci en tout cas, Marie. Merci, bonjour à toutes et bonjour à tous. Oui, ravie d'être parmi vous. Donc, je suis Marie-Françoise Potreau. J'ai l'habitude de me présenter en disant que je suis aujourd'hui 3 ans en 1. 3 ans en 1, pourquoi? Parce que j'ai d'abord fait une carrière de sportive de haut niveau en cyclisme. Et bien sûr, je me suis orientée sur un métier aujourd'hui, je suis conseillère auprès du ministère sur la thématique de la féminisation des fédérations. Vaste chantier, je vous rassure, par rapport à ce que est le sport aujourd'hui au niveau féminin. Deuxième temps, je suis engagée aujourd'hui, je suis présidente d'une association qui s'appelle Femmes Mixité Sport, une association nationale qui œuvre pour la promotion du sport féminin, tant dans l'accès à la pratique que dans les postes à responsabilité. Je vous dirai après pourquoi. Là aussi, il y a un véritable bastion occupé par les hommes sur les postes de direction, d'élus, etc. Et en même temps, par rapport à cette association qui avait été créée après les premières assises de femmes et sport menées par Marie-Georges Bouffet, une ministre qui avait fait énormément pour la cause des femmes dans le sport, je vous rassure. Et puis le troisième engagement, c'est que rupture de carrière à un moment donné et envie de faire autre chose. J'ai découvert le coaching et donc j'ai fait une formation de coach. Et depuis, j'ai fondé avec Vérane Charbonnier qui est là et avec qui j'animerai cet après-midi l'atelier sur l'ambition. Nous avons créé Excellence Ensemble pour accompagner le changement, les transitions et davantage encore, on peut dire, cette spécialisation auprès du public féminin. Tout ça pour vous dire que mon engagement dans le sport, je dirais qu'il est tout à fait conforme à la situation que j'ai vécue, notamment quand j'ai voulu prendre des postes à responsabilité. Un petit exemple, j'ai voulu en 92, après ma carrière, devenir entraîneur. Bien entraîneur, et puis je mets un E à côté, pas entraîneuse. Aïe. Voilà, donc vous voyez ce que ça veut dire. Tout simplement parce que ça me faisait, j'avais envie, je sentais quelque chose en moi qui me disait mais tu peux faire ce métier-là. Et sachez qu'il n'y avait aucune femme entraîneur à cette époque. Et en 92, lorsque je décide de passer, c'est un concours de catégorie A de la fonction publique, sachez qu'il n'était pas ouvert aux femmes en cyclisme surtout. Donc j'attends 96 pour représenter le concours et fière de l'avoir réussi devant une cohorte d'hommes professionnels, etc., de grands noms du sport cyclisme encore aujourd'hui. Tout ça pour dire qu'une fois que j'avais endossé et fière d'être arrivée à réussir ce concours, je me suis aperçue que en fait, j'étais rentrée dans un système très masculinisé et que je faisais forcément un métier d'homme et que j'étais obligée de m'identifier aux hommes pour, si vous voulez, prendre ma place dans un groupe d'ailleurs de 60 cadres techniques qui n'étaient que des hommes. Et à partir de là, j'ai compris qu'il fallait que je réinvestisse les valeurs qui m'avaient animée toute ma carrière, qui était la détermination. Quand on est sportif, on va loin, on essaye d'aller plus loin. L'engagement, ça c'était, et puis ne rien lâcher parce que je savais que, encore une fois, quand on réussit, quand on est performant, c'est qu'on n'a rien lâché à un moment donné. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, ça a été un combat, je dirais, individuel, personnel, et qu'aujourd'hui on a la chance, avec les réseaux, de mener, je dirais, plutôt
des combats qui sont plutôt collectifs, et j'ai plus envie de parler de combat, mais plutôt de stratégie qui va mener, si vous voulez, à valoriser les engagements des femmes, mais aussi à faire comprendre aux hommes que le binôme homme-femme est la réussite demain, c'est la performance de demain. Voilà ce que je voulais vous dire sur ma présentation. Pour revenir au thème qui nous anime aujourd'hui, donc oser activer tous vos talents. Mais à qui s'adresse-t-on quand on parle de talent? À vous mesdames, à vous messieurs, à tous ces gens qui sont responsables d'entreprises, de secteurs dans l'entreprise, dans les sociétés, dans les associations. On rencontre, bien sûr, vous avez un grand nombre de personnes qui endossent ces responsabilités-là. Et pour faire un retour encore, et pardonnez-moi, mais j'ai beaucoup d'exemples dans le sport, mais qui sont tellement similaires dans le monde de l'entreprise, j'ai envie de revenir aussi sur un exemple d'un des grands responsables de la préparation olympique jusqu'aux Jeux de Pékin, nous disait que le talent en soi n'existait pas. C'était la façon dont on le déclinait, la façon qu'on l'exprimait dans des situations données qui faisait qu'on était talentueux ou pas. Alors, dans le champ sportif, on a très souvent abordé le talent d'ailleurs au travers, si vous voulez, des qualités physiques, parce qu'on savait mesurer les qualités physiques. En revanche, l'intelligence, le mental, on ne savait pas faire. Et à partir de là, c'est vrai que pour moi, le talent, c'est quelque chose qui est unique, qui est individuel, qui est spécifique et qui est inattendu, voire parfois incertain. Vous avez des exemples, notamment sur les derniers Jeux Olympiques du Monde, Mamadou qui va performer alors qu'on ne l'attendait pas. Pourquoi il a performé? Parce qu'on ne l'attendait pas, parce qu'il n'avait pas fait la même préparation que les autres, pas de pression, etc. Et on a dit quel homme talentueux, puisqu'on pensait qu'en première série, il allait se faire dégager, et en fait, il va jusqu'au bout des choses, il est champion. Donc pour ça, il s'est exprimé, et sans pression, etc. Et c'est là la vraie valeur du talent, et c'est là où il faut savoir pouvoir l'exprimer, et ça c'est oser à un moment donné se faire confiance, mais oser faire confiance aussi. Je pense que c'est extrêmement important. C'est aussi à un moment donné affronter l'inconnu, parce que j'ai envie de dire des moments, il faut prendre des risques. Hein, on en prend, si vous êtes, la performance n'est pas quelque chose qui est écrit d'avance. Et à un moment donné, vous allez forcément être dans l'incertitude d'une réussite ou pas de performance, même que vous l'ayez bien préparé ou pas. Et donc, c'est là où je dis que oser aujourd'hui, c'est s'engager, mais c'est s'engager en ayant la confiance des autres. Enfin, c'est important. Et l'ultime obstacle, bien sûr, pouvoir passer cet engagement, c'est les fameux stéréotypes dont on va parler ensuite. Ce décloisonnement de stéréotypes, ce combat contre les stéréotypes, non, pas de combat contre les stéréotypes. Comment déjouer les stéréotypes? C'est une autre manière d'approcher, hein, c'est une autre manière de travailler pour avancer sur ce que j'appelle une société de demain en équilibre hommes et femmes. Voilà. Donc à présent, je vais inviter les orateurs de la première table ronde, puisque l'on va débattre de comment déjouer ces stéréotypes, comment les bonnes stratégies mises en place par les uns et par les autres, des recommandations, peut-être des conseils qui vont vous être donnés pour pouvoir à nouveau chez vous, dans vos secteurs, les mettre en place, et puis ensuite partager aussi avec vous, parce que vous avez sans doute des belles expériences. C'est vraiment un moment de partage sur lequel j'invite donc les orateurs de la table ronde à me rejoindre, si vous le voulez bien, et je vais les présenter. Et avant de vous les présenter, il faut que je voudrais excuser Isabelle Kuchner qui n'a pas pu être parmi nous. Elle est alitée et donc effectivement elle ne pouvait pas nous rejoindre aujourd'hui et a été contrainte de renoncer à participer avec nous à cette première journée. Je vais vous présenter cette belle table ronde. Vous avez vu, il y a qu'un homme. Mais il m'a dit qu'il avait l'habitude. C'est parfait. Je commence à avoir l'habitude. Donc, Françoise Venotz, qui longtemps DRH dans des entreprises industrielles et de services, est maintenant à la tête de son propre cabinet, qui vous expliquera ce parcours.
ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a eu besoin de mettre en place, les freins, les leviers, etc. Et puis aussi présidente d'une association Supplément d'âme, sur lequel j'ai lu des choses très pertinentes et sur lequel je l'interrogerai tout à l'heure, parce que voilà, cet engagement, me dit-elle, autrement. C'est ce qu'elle prône dans cette association, et nous en parlerons tout à l'heure. Thérèse Rabatel, adjointe au maire, adjointe à la mairie de Lyon, déléguée à l'égalité et aux personnes en situation de femmes-hommes et aux personnes en situation de handicap. Vous êtes aussi également conseillère de la métropole de Lyon, déléguée de la politique de handicap. Je trouve que c'est vraiment des combats, en tout cas d'actualité, une démission ministérielle aujourd'hui très affichée. Donc vous allez pouvoir nous en parler, vous avez mis beaucoup de choses en place et vous allez sans doute nous faire part de toutes ces actions qui sont un exemple pour la ville de Lyon. Raphaël Hugo qui remplace donc Elsa Paladjian, qui est déléguée régionale adjointe aux droits des femmes et à l'égalité, donc à la préfecture. Et vous aussi, vous êtes sur des actions commandées par bien sûr les institutionnels et les collectivités pour faire bouger les lignes. Vous allez nous expliquer comment on fait bouger les lignes quand on a cette responsabilité. Fatia, coach consultante en prise de parole en public et en communication. Et vous avez aussi fondé une société qui s'appelle TEDx Lyon, et là vraiment quelque chose d'innovant, particulièrement spécifique, etc., sur lequel vous allez pouvoir nous en dire beaucoup plus, voilà, pour nous dire combien vous avez bousculé les choses dans cette création. Et puis, comme je vous le disais, notre seul homme aujourd'hui, Paul Van der Broek, 15 ans de carrière dans les RH, sur les politiques de diversité, de recrutement de talents, et vous allez bien sûr nous évoquer le leadership au féminin. J'ai envie de vous dire, y a-t-il un leadership au féminin? Vaste question. Je vais revenir donc sur la première, je vais questionner donc Fatia. Aujourd'hui, Fatia, justement par rapport à cette organisation TEDx Lyon, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, nous dire comment vous avez créé, pourquoi vous avez créé ce dispositif? Alors, première correction, c'est pas une entreprise. Sans micro, ça va pas aller. Là, c'est bon. Oui. Merci. Alors juste une rectification, peut-être ce n'est pas une entreprise que j'ai construite, c'est une licence, c'est-à-dire c'est un événement qui existe aux États-Unis, qui a été créé dans les années 80 à la Silicon Valley et qui a complètement disrupté le monde de la conférence puisqu'il a permis de réduire les conférences avec une idée de changement de monde. En 2009, grand changement fondamental chez TED, qui était une structure très top-down, sur une thématique qui est l'ouverture radicale par les cours d'openness. On se pose la question de qu'est-ce qu'on peut faire pour accélérer ce mouvement et on crée la conférence TEDx. Le X, c'est la multiplication, mais c'est aussi non-poli. Clairement, c'est une vraie aventure lorsqu'on se lance dessus. TEDx Lyon est né en 2011 par pure sérendipité. Moi, je serais très curieuse de savoir combien d'entre vous ne connaissent pas le mot sérendipité. C'est un mot qui est rentré dans le dictionnaire il n'y a pas très longtemps, parce que le dictionnaire français. Sérendipité, c'est l'art de trouver quelque chose alors qu'on cherche autre chose. Ce qui est très intéressant finalement, c'est que le manque sémantique montre en fait finalement que si on n'a pas un mot pour poser une expérience, cette expérience n'existe pas. Et donc la sérendipité, c'est ce qui m'a amené à monter le TEDx. Clairement, je me retrouvais après 15 ans à l'étranger, principalement en Grande-Bretagne. Et j'avais envie de me connecter avec les forces vives de la ville de Lyon. J'entends parler de TEDx et j'ai envie de monter. Je me rends compte en fait qu'il n'existe pas du tout d'événement TEDx. Et donc le principe est toujours le même, c'est-à-dire trouver des orateurs et des oratrices qui, en moins de 18 minutes, peuvent partager des idées qui peuvent changer le monde. Alors, les premiers rendez-vous que j'ai faits sur TED, c'était très rock'n'roll. C'était très rock'n'roll parce que j'allais rencontrer ce qu'on appelle les movers and shakers. C'est-à-dire les gens qui sont censés influencer la ville de Lyon et qui étaient principalement des hommes. Alors, j'arrive,
c'est que je suis porteuse de tous les stéréotypes de en fait. Donc le matin, quand je me lève, je regarde mon récit, je me dis tiens, qu'est-ce que je vais porter aujourd'hui comme stéréotype? Et donc j'ai eu droit à tout. J'ai eu droit au fait que j'étais une jeune femme louvée. J'ai eu droit à la femme alpha. J'ai eu droit à la beurette. Et je vous invite tous à taper beurette sur Google. Vous serez assez interloqués par ce que vous trouvez, puisqu'il s'agit d'une catégorie pornographique. Et donc tout ça fait qu'on arrive déjà à une disruption en soi. Et donc, ce que j'avais considéré comme finalement être un handicap au début m'a permis finalement d'être une force. Aujourd'hui, nous en sommes à notre 3e édition. Donc nous organisons la prochaine en septembre, à laquelle vous êtes évidemment conviés, sur une thématique qui est la thématique Love and Other Fundamentals. Ce que je trouve d'autant plus excitant, c'est que toutes ces conversations qui ont lieu sont des conversations qui sont en train de faire émerger ce qu'on appelle une bottom-up society. C'est-à-dire qu'on est en train de casser les autorités, un certain type d'autorité. Et ça nous permet en fait de créer des transversalités, de créer ce rencontre. Donc TED a cette vocation-là. Le fait que j'ai été invitée sur cette table ronde, je pense, c'est surtout dû au fait, bien sûr, que je porte un certain nombre de stéréotypes, mais que TED a cette fonction-là, précisément, de lutter contre les stéréotypes. C'est quoi un stéréotype? Un stéréotype, c'est une idée préconçue, qui ne fait appel à aucun esprit critique, à aucun... En fait, c'est un chemin cognitif basique, qui est facile. Et le stéréotype a son utilité. Il permet, finalement, de gérer la complexité du monde. C'est tellement plus facile de dire que le juif est radin. C'est tellement plus facile de dire que le monde est bête. Simplement, ce sont des raccourcis qui nous amènent à une essentialisation des individus, c'est-à-dire l'extraction d'une partie infinitésimale de qui ils sont dans leur richesse et dans leur complexité. Et donc TED a cette vocation-là, la vocation de créer des nouvelles histoires, c'est-à-dire de sortir des histoires dominantes, des histoires qu'on entend tout le temps, et de shifter, de donner la parole à des gens qu'on n'entend pas forcément et qui sont capables, eux, de partager leur histoire au plus grand nombre. Merci en tout cas, c'est vraiment un très beau témoignage et une très belle histoire. Je vais me tourner vers Thérèse et pour lui demander si elle, au travers de ses missions à la ville de Lyon, vous avez l'impression de changer aussi le monde. Quelles sont ces belles missions que vous menez sur cette ville de Lyon? J'essaie courageusement d'essayer de changer le monde, enfin, tout est relatif, je ne me fais pas trop d'illusions, enfin, tout en faisant quand même beaucoup de choses. Depuis pas mal d'années, je suis élue à ce poste d'adjointe au maire de Lyon sur l'égalité femmes-hommes depuis 2008, donc ça fait quand même 8 ans que je rame sur le sujet. Sur le sujet. Ah bah oui, parce que justement, c'est ce que je voulais dire. Dans votre titre, comprendre et lutter contre les stéréotypes, comprendre les stéréotypes, en gros, c'est à peu près fait quand même. D'abord, il y a des chercheurs, des chercheuses qui ont beaucoup travaillé, Françoise Héritier, Boris Godelier, qui ont travaillé sur les rapports entre les hommes, les femmes, etc. Et l'explication des stéréotypes. L'explication, elle est quand même à peu près faite, et elle remonte à la préhistoire. Elle ne remonte pas de façon récente, elle remonte à la préhistoire. Et donc, après, la question... alors je pourrais peut-être dire 3 mots là-dessus. En gros, l'idée, c'est depuis la préhistoire, c'est que les femmes ont un pouvoir qui est absolument énorme, qui est le fait de reproduire la vie. La vie sort des femmes. Elles reproduisent la vie, donc quelque part, elles sont supérieures. Et les hommes, qui contribuent à ça, bien entendu, sans les hommes, la vie, jusqu'à aujourd'hui, ne peut pas être reproduite, heureusement. Et donc, il n'empêche que les hommes, par rapport à ça, ont cherché à écraser les femmes et à les dominer par rapport à ce pouvoir extraordinaire qu'elles pouvaient avoir. Ça, c'est l'explication qui remonte donc à la préhistoire. Et depuis la préhistoire, les comportements chez les êtres humains ont tourné autour de ça et comment faire en fait pour dominer les femmes qui ont ce pouvoir en réalité qui est si extraordinaire. Et les stéréotypes, on arrive à les expliquer. Ensuite, ils se sont multipliés. Ils ont pu évoluer. Par exemple, vous voyez, là, on est entouré de roses. Jusqu'au XVIIIe siècle, la couleur des femmes, c'était bleu. C'était la couleur de la Vierge, c'était bleu. Le rose, c'est récent. Voilà. Et c'est ce qui vous prouve qu'il y a en même temps certains attributs stéréotypés autour des femmes qui ont pu changer. Mais l'idée majoritaire qui est qu'il
faut dominer les femmes, il faut les écraser, il faut les empêcher d'être libres, parce que justement, elles ont cette capacité à reproduire la vie qui peut être quand même extrêmement dangereuse. Hein. Donc contrôler les femmes, pour les groupes d'hommes, depuis la préhistoire, c'est un sujet qui est extrêmement fort et extrêmement important. Et donc, ces explications scientifiques, on les a. Et de la part des historiens, des ethnologues, voilà, des géographes, des sociologues. Et en même temps, tout en comprenant d'où viennent ces stéréotypes, comment est-ce qu'ils se reproduisent, on a un mal fou à lutter contre eux, parce que le stéréotype, c'est quelque chose qui nous accompagne depuis l'enfance. On a beau faire, depuis l'enfance. Il y avait un livre quand j'étais dans ma jeunesse qui avait fait beaucoup de bruit, hein, de Elena Giannini Bellotti, un livre d'une Italienne qui s'appelait Du côté des petites filles dans les années 70, qui avait fait un bruit incroyable, qui montrait comment une mère qui allaite son enfant ne l'allaite pas de la même façon quand c'est un petit garçon et une petite fille. Quand c'est une petite fille, c'est dépêche-toi, va plus vite, tête assez vite, et puis on arrête. Ça avait fait un bruit incroyable cette enquête. Et au contraire, un garçon, on l'allaite beaucoup plus longtemps en durée, du genre 1 an, ou voilà, 8 mois, 1 an, et on l'allaite beaucoup plus longtemps à chaque moment où on allaite. On lui laisse le temps, il a le temps de se prélasser, de boire tranquillement, etc. Et donc la construction se fait depuis voilà, ce genre de situation à la naissance, et puis ensuite tout au long de la vie, par les jeux différents qu'on vous propose, par la façon différente de vous parler, de vous faire manger, etc. On a aussi travaillé sur le fait que le corps féminin est peut-être moins puissant que le corps masculin, parce qu'en fait, on ne mange pas la même chose depuis l'enfance. On pousse plus les garçons à manger plus de viande, etc. etc. Donc, oui, ça vous fait tiquer, mais il y a pas mal d'enquêtes qui sont sur ce sujet-là et qui montrent cette construction qui se fait dans les mentalités. Et donc, lutter contre ça, c'est extrêmement difficile. C'est pour ça que, à votre réponse, je disais oui, je râle, j'essaie, etc. Faire prendre conscience de ces choses depuis son enfance et de cette construction, c'est difficile, ça ne se fait pas de façon facile. En même temps, il faut dire aussi, vous avez dit les stéréotypes, ça rend aussi service. Hein. Avec les sociologues que je fréquente, puisque sur Lyon, on est une grande ville universitaire, il y a des Masters 2 sur le genre, etc. Donc il y a une vraie réflexion autour de ces questions. On vous explique qu'un stéréotype, ça peut être aussi utile dans la vie, hein, parce qu'une femme se retrouve seule dans la rue, elle voit arriver 3 hommes, le stéréotype, c'est faisons attention, je ne vais pas me mettre sur le même trottoir, je passe le trottoir d'en face. Donc le stéréotype, ça permet aussi de s'activer dans la vie rapidement. C'est pas non plus qu'un stéréotype raciste, négatif, etc. Ça peut rendre aussi service dans la complexité de la vie, justement. Et ça peut éviter certains problèmes. Et ensuite, en tant que personnes éduquées, civilisées que nous sommes, nous devons ensuite dépasser les stéréotypes, y penser et se rendre compte, prendre de la distance par rapport aux choses et se rendre compte que c'est pas forcément toujours aussi simpliste qu'on l'imagine, et puis qu'il faut absolument dépasser ces façons de voir pour progresser tous ensemble dans l'égalité. Donc sur la ville de Lyon, on reviendra peut-être dessus après, mais c'est vrai que j'essaie de travailler, entre autres, sur la question des mentalités, et puis sur la question, je m'appelle, dans mon titre, j'ai réfléchi sur comment j'allais donner mon titre. Au début, je me disais, est-ce que je prends droit des femmes? Donc finalement, j'ai préféré égalité femmes-hommes. C'est pas pareil que droit des femmes. Je trouve que c'est plus large. Et égalité femmes-hommes, c'est l'idée qu'on doit travailler ensemble, les femmes et les hommes. Aujourd'hui, c'est un peu plus à la mode de parler de ça, et une mode qui est intéressante, ça, c'est de montrer comment les hommes peuvent bénéficier de l'égalité femmes-hommes. Et je préfère m'appeler, dans mon titre, égalité femmes-hommes, parce que j'ai certaines actions. Je vais lancer mon 2e plan d'action, mais dans mon premier plan d'action, il y avait par exemple des actions qui étaient en faveur des hommes, pour rétablir justement tout, voilà, par exemple sur les métiers, pourquoi est-ce que des hommes ne seraient pas puériculteurs, etc. Voilà. Donc je trouve que l'intérêt, c'est justement de travailler dans les deux sens et de montrer que dépasser les stéréotypes est profitable et pour les hommes et pour les femmes. Merci beaucoup en tout cas de cette belle explication et de votre point de vue. Je vais passer donc la parole à Raphaël, et donc dans cette mission d'égalité aussi pour vous auprès de la préfecture, comment est-ce que vous situez aujourd'hui la politique ministérielle, hein, qui est quand même assez forte à ce niveau-là? Est-ce que vous sentez qu'on a beaucoup avancé? Est-ce qu'il y a encore des choses bien sûr qui sont à faire? Et quelles sont pour vous les stratégies qui sont les plus pertinentes demain pour faire progresser encore cette égalité?
Alors c'est vrai que depuis 2012, avec la création d'un ministère droits des femmes et égalité femmes-hommes, ça a été une grande aventure et des progrès ont été faits, mais il reste encore à faire. On parlait de ramer, voilà, je pense que le chemin est long, en particulier dans la lutte contre les stéréotypes. Parmi les avancées à citer, on peut dire notamment que la question des droits des femmes et de l'égalité femmes-hommes doit désormais être une politique systématique, on dit transversale, c'est-à-dire qu'elle doit être prise en compte dans n'importe quel dispositif public. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire que quelle que soit la mesure, il faut l'imaginer, il faut réfléchir à travers ce prisme de l'égalité femmes-hommes. Et donc, nous avons des politiques spécifiques et des politiques transversales. Il y a bien sûr la loi du 13 août relative à l'égalité réelle entre les femmes et les hommes qui a été aussi une grande avancée. 2014, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, 2014, voilà. Nous avons au niveau de la région, donc des délégations régionales, ce sont des émanations au niveau régional et départemental, vous trouvez des délégués départementales qui sont là pour porter cette politique à la fois donc, transversale et spécifique. Et dans la lutte contre les stéréotypes, donc, qui a traversé l'ensemble des champs, nous avons une grande avancée à travers ce qu'on appelle la Convention nationale pour l'égalité filles-garçons dans le système éducatif, puisque, donc, on l'a dit, les stéréotypes, ils s'ancrent dès le plus jeune âge. C'est assez terrible de voir, vous voyez tous au niveau des objets, des jouets, des projections de métiers. Et donc nous travaillons beaucoup, en particulier avec le rectorat, pour essayer de faire avancer les choses dès la petite enfance. On travaille également avec des crèches, je pense notamment à une association de crèches parentales que l'on subventionne justement pour travailler sur la question de l'égalité filles-garçons dès la toute petite enfance. On travaille également, je vous donne des exemples concrets, avec la Chambre régionale des métiers et de l'artisanat, parce que c'est un secteur extrêmement genré. Et là encore, il y a tout un travail de déconstruction des stéréotypes qui est fait, par exemple, auprès des maîtres d'apprentissage, auprès des élèves, pour déconstruire les stéréotypes et donner à chacun la possibilité de faire ce vers quoi il a envie d'aller. Donc on a différentes pistes, le chemin est long, il est bien engagé, mais il doit être repris. Alors là on est des entreprises, notamment de grandes entreprises. Il y a également un dispositif à ce type de convention de grandes entreprises, dont l'objectif est d'amener les grandes entreprises à former les petites et moyennes entreprises qui sont leurs clients ou leurs sous-traitants à traiter de la question de l'égalité femmes-hommes et des stéréotypes. Au niveau régional, nous travaillons avec IMS sur le sujet, qui a justement essayé de fédérer les grandes entreprises et les petites. Et croyez-moi, ce n'est pas simple. Bien souvent, nous menons des événements, voilà, nous déployons beaucoup d'activités pour attirer des entreprises et ce n'est pas toujours simple. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis particulièrement contente d'être ici. Et donc j'appelle à la responsabilisation aussi des entreprises sur le sujet pour que le discours et les pratiques sur l'égalité femmes-hommes innervent un peu tout le dispositif à la fois de la grande entreprise mais aussi des petites et moyennes entreprises avec lesquelles on travaille. Je vais m'arrêter là parce que... Merci Raphaël. En tout cas, je fais le lien donc, par rapport au monde de l'entreprise et la façon de pouvoir reprendre toute cette politique d'égalité. Françoise, comment est-ce que ça se passe dans le milieu justement du travail, des entreprises, parce que vous avez été très longtemps baignée dans cet environnement-là. Vous avez dit il faut que les entreprises s'emparent de cette politique. Comment ça se passe? Alors en préparant la table ronde, je m'étais cantonnée sur deux axes. Je ne m'attendais pas forcément au départ à ce qu'on me questionne en tant qu'ancienne DRH d'entreprise, mais plus avec ma casquette supplémentaire. Donc il a fallu que je rassemble mes esprits. Puis après, en reprenant mes notes, j'ai décidé de vous la faire autrement ce matin. C'est parfait. Je vais vous la faire un peu radicale. Donc en entreprise, moi j'ai beaucoup travaillé pour faire en sorte de casser les plafonds de verre et les parois de verre. Parce qu'on pense toujours au plafond de verre.
la dernière entreprise, grosse entreprise dans laquelle j'ai travaillé, 80% de femmes, j'étais la seule au comité de direction. Et le truc s'inversait au niveau des directrices d'agence, directeurs d'agence. Au niveau du dessus, il y avait, moi je suis arrivé 8% de femmes, donc il y avait vraiment du boulot à faire. Et on ne pense pas souvent aux parois de verre, c'est-à-dire que les femmes, elles sont cantonnées dans certains métiers. Et si vous regardez vos entreprises, souvent, c'est ce qui se passe. Donc il faut arriver à casser les deux. Donc une fois qu'on a dit ça, alors parce que je vais aller vite, je vais le faire vite, mais de toute façon, je ne voulais pas perdre l'axe de cette conférence qui était déjouer les stéréotypes. Et après je me suis dit, mais finalement, tout sert à déjouer les stéréotypes. On est dans des systèmes. C'est très compliqué parce que chacun d'entre nous, hommes ou femmes, on porte ces stéréotypes, on est né avec, on vit avec. Et c'est un travail de tous les jours que de les combattre dans sa propre tête et de se dire, mais là, tu es en train de te faire un stéréotype super, là, elle est blonde, etc. Enfin, il y en a des trucs subtils comme ça. Et donc, il faut travailler sur tous les axes en même temps. Et donc, première chose, donc je vais le faire première chose, pas mélanger mixité et diversité. Si dans certaines de vos structures on fait encore ça, ben sortez de ça, c'est pas bien. Chaque sujet de la diversité s'attaque d'une manière différente. Et le sujet de la mixité, on le disait tout à l'heure, on va peut-être le dire tout au long de la journée, on est la moitié du ciel, on n'est pas une minorité. Donc il faut que la voix des femmes porte à la hauteur de leur pourcentage dans le monde. Donc encore du boulot. Deuxième chose, il faut mesurer. Tant que vous ne mesurez pas, votre parole n'a pas de poids. Il faut mesurer pourquoi, parce qu'on est face à du déni. J'ai encore des sketchs, parce que tous ces sketchs-là, on les vit, on se dit c'est pas possible, et oui, c'est arrivé. Les sketchs bilan égalité homme-femme, on m'a dit, mais c'est pas possible. C'est pas notre volonté, c'est pas notre politique, tu vas nous faire des erreurs dans des calculs, tu vas nous la faire. Je l'ai refait, avec plus de détails, et c'était encore pire. Donc, il faut mesurer pour résister au déni et commencer à travailler et se fixer des objectifs de progrès. Si vous ne mesurez pas, vous ne pouvez pas vous fixer des objectifs de progrès. Il y a des choses très faciles à mesurer quand vous avez 15% de directeurs, directrices régionales. Dire on veut 30%, c'est pour vous dire. Voilà, ça c'est un exemple. Il faut signer des accords. Parce que les accords, ça vous engage. Tous les accords que vous signez en interne ou en externe, c'est de la puissance pour celui qui gère le projet de mixité. Ça vous aide, c'est déjà lié les accords. Parce que du coup, on est obligé de faire des choses. Ça, je le ferai en dernier. Il faut travailler sur les process RH. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça, travailler sur les process RH? C'est tout ce qui concerne la politique de recrutement et de gestion des carrières. Donc, il va falloir bosser de manière à résister aux stéréotypes. Donc, travailler sur des process de recrutement par les compétences. Entraîner les managers à apprécier les compétences et non pas c'est un homme ou c'est une femme, il habite où, il a quel âge, ah mais non ça va pas être possible. Bon, le nombre de fois où j'ai entendu ah mais non mais on ne peut pas prendre une femme à ce poste-là, elle va pas être assez disponible. Et je dis et le mec là, peut-être il est divorcé, ses enfants une semaine sur deux, il est peut-être pas non plus disponible. Ah ouais. Bon, donc c'est voilà, ça c'est un exemple. En termes de gestion de carrière, pareil, des comités de pilotage, des endroits où on peut factuellement travailler sur les nominations des gens, et non pas avec tous les petits cinémas qui se font dans la tête. Donc, beaucoup travailler sur les process. Mettre en place des actions positives. Là aussi, je vous le fais en sketch. Des entreprises qui me disent nous, on recrute des femmes en proportion de ce qu'on reçoit dans les CV, eh ben, elles ne sont pas là d'arriver à avoir autant de femmes. Alors, autant de femmes. Je ne vais pas dire autant de femmes, on en profite pour faire une parenthèse. Moi, je considère qu'on commence à parler de mixité quand 35% d'un emploi est occupé par l'autre sexe. Quand vous êtes en dessous, vous êtes dans le 20-80. C'est-à-dire que vous risquez toujours de revenir en arrière. On n'est pas dans une vraie mixité. C'est-à-dire qu'on n'a pas deux groupes qui peuvent se parler à égalité de point de vue. On est dans le groupe minoritaire qui n'a pas le droit à la parole, qui ne peut pas prendre la parole comme l'autre groupe. Ce phénomène, je l'ai vécu. Je savais que ça existait, mais je l'ai vécu. C'est-à-dire que chez Avia, c'était la dernière fois dans laquelle j'ai travaillé dans le développement d'une entreprise, j'ai vraiment vu le jour où il y a eu plus de 30% de femmes directrices régionales, en une réunion, j'ai vu la relation s'inverser, se transformer entre les hommes et les femmes. Ils se parlaient de professionnel à professionnel. Et ça s'est fait parce que, comme le groupe de femmes était suffisamment important, celles qui avaient de l'esprit de répartie,
elles ont renvoyé dans leur but les plaisanteries à la noix que les femmes se prenaient toujours dans ce genre de boîte. Et donc ça a été fini, c'était des directrices régionales et des directeurs régionaux. Et on n'a plus du tout joué dans la même cour. Donc ce chiffre, 30-35%, il faut que vous l'ayez en tête, en dessous vous n'y êtes pas. Et donc tout ça, je vous le disais, à cause de l'action positive, une action positive, c'est aller chercher, avoir des politiques volontaristes, par exemple, de recrutement de directrices, on va chercher par des méthodes d'approche directe. C'est pas ah dans ma shortlist que j'ai pas trouvé de femmes, ah oui tu les as cherchées comment? Eh ben j'ai posté ça sur internet, voilà. Moi j'ai des sketchs avec des recruteurs, je cherchais une nana 40-45 ans pour prendre un poste de très haut niveau, une directrice opérationnelle ou juste en dessous du directeur général. C'est sûr que ces nanas-là, souvent, elles ont deux gosses à s'occuper, comme on dit, au minimum. Si je prends le sketch habituel, elles ne regardent pas beaucoup sur Internet si elles sont bien dans leur poste. Donc évidemment, elles ne bougent pas, elles ne voient pas ça. Donc il faut aller les chercher. Donc ça, c'est un exemple d'action positive. Mais tout est à l'avenant. En gestion de carrière, il faut mener des actions positives aussi. Si on peut y arriver, à un moment, il n'y a plus besoin, parce qu'on va passer le cap des transformations, et là, on peut revenir à la normalité. Et puis, je n'ai pas encore parlé, presque de la semaine de police, de l'autre, bien sûr, tout ce qui concerne les représentations. Donc, ça, c'est très compliqué, mais on peut le faire par des conférences, on peut le faire, oui, c'est ça, je pense, des petites conférences. Ça ne sert à rien de faire un cours de 3 jours, hein, c'est trop. On vient toucher des choses qui sont trop profondes dans chacun de nous. Mais avoir des petites conférences, des femmes qui occupent des postes importants, qui viennent faire une petite conférence de telle nature, voilà, par petites touches, petit à petit, on modifie les schémas mentaux qu'on a tous dans la tête, hommes et femmes. Et puis, l'importance des réseaux. Alors, je sais que beaucoup de grosses entreprises mettent ça en place. Je pense qu'effectivement, c'est très important, les réseaux féminins, parce que ça permet, là aussi, de traiter les problèmes ensemble, de se renforcer sur des points de vue, petit à petit de mettre les hommes avec soi dans ce genre de questions, de partager les points de vue, de faire évoluer les points de vue, de permettre à des hommes petit à petit de dire « mais nous aussi on aimerait bien avoir du temps partiel pour gérer nos enfants d'un peu de chose qui leur est quasiment impossible aujourd'hui, parce qu'ici dans ça, on va penser en face qu'ils mettent fin à leur carrière. Donc c'est encore pire que pour une femme. Une femme, on va se dire, c'est normal, c'est une femme, qu'elle demande son mercredi, c'est normal. Un homme, c'est juste pas possible. Or, certains, ils aimeraient bien faire ça. Et puis, la toute dernière chose, penser à la réconciliation des temps. C'est super important que dans les entreprises, il n'y ait plus, par exemple, de réunions qui commencent à 17h le soir. C'est vrai pour les femmes, c'est vrai pour les hommes, parce que quand vous commencez à 17h le soir, à 19h vous êtes encore, parfois en France, c'est pire. Donc, vous n'arrivez pas à articuler vos temps. Si on veut sortir de cette logique du 20-80, moi je dis on fait quand même des gosses, c'est pas pour les accrocher au porte-manteau, il faut pas faire sur les coupés. Donc homme ou femme, il faut quand même bien que quelqu'un s'y mette le soir, ou alors vous prenez un développement de la nounou, permanent, j'en sais rien, mais il faut bien s'en occuper, donc il faut bien que l'un ou l'autre s'y mette, donc il faut bien que l'entreprise elle facilite ces choses-là. Et j'ai une copine qui est chef d'une entreprise avec 250 personnes maintenant, elle avait des mecs qui bossaient jusqu'à point d'heure. Alors, elle n'était pas du tout sensibilisée au départ, et petit à petit, elle s'est rendue compte qu'en fait, tout ça, ça avait une importance en rentrant dans les réseaux féminins, mais sans en parler. Et un jour, elle a dit au gars qui l'entourait, mais écoutez, ça suffit, je ne veux plus vous voir après 18h30. De toute façon, c'est pas comme ça que vous aurez une augmentation. Maintenant, je ne veux plus voir personne dans cette boîte après 18h30 le soir. Et ça a changé la vie de la boîte. Parce qu'elle a rendu ça obligatoire. Donc du coup, on jouait plus que ça, donc on faisait autrement. Et là, elle a commencé à voir se poindre des demandes qu'elle n'avait jamais eu à avoir d'hommes et de femmes. Donc elle a changé la façon de penser. Donc voilà, c'est toutes des choses, on disait tout à l'heure, c'est compliqué de déjouer les stéréotypes, on a plein de registres. Il faut avoir une espèce de grand cadre avec tous les registres possibles et se saisir des opportunités au fur et à mesure des années. Vous pensez que vous allez mener un grand plan d'égalité qualitative et puis ça ne marche pas parce que justement, à ce moment-là, votre entreprise a des difficultés, etc. Et bien, vous regardez les autres petites portes que vous avez à côté qui ne vont pas coûter cher. Mais il faut toujours avoir 10-15 fers au feu et les avancer, l'un, et l'autre, le deuxième, il faut rien, l'un, voilà, il faut être malin. Merci en tout cas, merci beaucoup pour cette belle expérience et ces conseils que vous donnez sur la façon de déjouer ces stéréotypes dans l'entreprise. Quand je vous écoute, j'ai envie de dire que c'est la même chose dans le milieu politique ou dans le milieu associatif.
justement par rapport à ça, on est, après les Jeux de Rio, il y aura un renouvellement des instances fédérales des fédérations, et aujourd'hui, c'est l'affolement général, parce qu'il y a très peu de femmes dans les conseils d'administration, et la loi du 4 août 2014 qui impose 40% du sexe féminin, en tout cas du sexe opposé au nombre de licenciés dans les fédérations, affole forcément aujourd'hui les conseils d'administration des fédérations pour ce renouvellement après le 21. Donc je crois que, vous voyez, tout est lié, monde de l'entreprise, monde politique, monde associatif, etc., les collectivités. Alors Paul, votre approche, vous, sur cet accompagnement des femmes à la conquête du leadership, puisque c'est une de vos spécialités, donc quand on nous parle là de l'entreprise, de ce qu'il faut faire, etc., et comment on devient leader, est-ce qu'il y a un vrai leadership au féminin? Moi, je ne suis pas convaincue, mais dites-moi. D'accord, merci. Peut-être il faut que je commence à vous raconter d'où je viens, pourquoi je suis ici. Et c'est deux choses, une chose que je ne suis pas et une chose que je suis. Ce que je ne suis pas, c'est un féministe. Donc, je ne suis pas dans le discours politique sur l'égalité ou la parité ou que tous les salaires doivent être la même chose et tous ces arguments. Ce n'est pas mon argumentaire et ce n'est pas que ce qui me motive non plus. Moi, je suis un productiviste. Et avant que vous avez pensé que c'est un mot de l'ère soviétique, pour ceux qui s'en souviennent, je vais vous expliquer qu'est-ce que je veux dire avec ça. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse vraiment, ce n'est pas forcément la mixité ou l'équilibre du genre, mais ce qui m'intéresse, et m'a toujours intéressé, c'est comment rendre les organisations, les entreprises plus productives. Et pour la productivité, il y a deux leviers à mon avis importants, c'est le talent et le leadership. Et quand je regarde que beaucoup d'entreprises encore, surtout dans le leadership, sous-exploitent le talent disponible, c'est-à-dire qu'ils recrutent surtout de la moitié masculine. Il y a encore un chemin à faire pour la rendre plus productive. On a vu tout à l'heure l'exemple de Biomérieux, qui dans leur top 160 ont 25% de femmes. Ils se trouvent d'ailleurs plutôt à la tête du peloton, petit clin d'œil au cyclisme. Merci. Donc, mais voilà, même eux, ils les amènent ça, comme Michel Barneau a dit. Il y a encore un chemin à faire pour la rendre plus performant, plus productif, en utilisant tous les talents disponibles. Donc c'est donc ce qui nous motive et c'est aussi mon argumentaire. En ce qui concerne la question du leadership au féminin, moi, il y a deux discours. Il y a un discours qui dit bon, là, il n'y a pas de différence entre hommes et femmes, il faut surtout faire en sorte qu'on ne parle pas des différences. Aussi un leadership, et un autre discours, il y a des différences. Et les recherches qu'il y a eu là-dessus, il y en a pas mal, penchent plutôt vers le côté qu'il y a des différences. Ils ne sont pas énormes, mais ils sont assez importants. Et c'est surtout là aussi l'utilité de la diversité ou la mixité dans le leadership, d'avoir des gens différents ensemble qui donc peuvent être complémentaires dans leur travail ensemble, dans le leadership d'une organisation. La problématique, par contre, est que généralement, on essaye de faire la même chose qui a fonctionné dans le passé, c'est-à-dire comment est-ce qu'on développe un leader, comment est-ce qu'on développe les leaders du futur. Regardons ce qui a bien marché, regardons les leaders qui ont réussi et essayons de trouver le fil rouge. Et si on trouve ce fil rouge, on va apprendre aux jeunes leaders d'avoir ce même fil rouge et du coup ils vont réussir. Mais malheureusement, ce fil rouge est basé sur des hommes qui ont réussi comme leaders dans des organisations plutôt masculines. Et si on voit que les femmes s'accompagnent pour une partie différente,
du coup, dans le développement des futurs leaders, on force les femmes dans une moule qui n'est pas la leur et qui risque de la mettre à l'échec, où seulement une certaine partie des femmes peut réussir, ceux qui peuvent être mis dans cette moule masculine. C'est un peu dans le blanc que je dis, mais ça fonctionne comme ça. Et puis, quand il y a des décisions importantes sur les promotions de qui va le devenir, c'est sur ça que ça joue. Et du coup, on voit le résultat qu'il n'y a pas beaucoup. Malgré toutes les bonnes intentions, d'ailleurs, il n'y a pas de discrimination volontaire, il y a des bonnes intentions de bien regarder, d'utiliser des systèmes soi-disant objectifs de sélection, mais quand même, il y a toujours la même chose qui en sort, parce que les méthodes qu'on utilise, les critères, ne sont pas objectifs, ils sont subjectifs ou biaisés vers le côté masculin. Donc voilà. Donc ça c'est un long travail structurel qu'il faut faire dans les entreprises. Ce sont des processus longs et si on y travaille, on va y arriver, mais ça va durer. Et ça c'est le travail que je fais aussi avec les organisations. Mais d'autre côté, il y a vous là. Et si je regarde bien dans la salle, la plupart d'entre eux ont bien commencé sa carrière, il y a peut-être quelques-unes qui sont au début. Vous n'allez pas profiter de ça. Ça va durer trop longtemps pour vous. Donc, il y a l'autre réalité, comment travailler avec les personnes comme vous dans leur carrière, maintenant, actuellement, votre promotion demain. Et ça, c'est un travail dans la réalité qui existe dans ce monde masculin qui utilise ce filtre envers vous. Et là, effectivement, on peut quand même faire un travail individuel pour réussir quand même dans le contexte qu'on a, pour être conscient de ces processus, de se mettre en avant d'une certaine façon, aussi d'apprendre à parler un langage qui est compris de ceux qui prennent des décisions sur votre promotion, plutôt les hommes, et qui vous permet quand même de réussir dans ce contexte. Et là, c'est un travail sur les compétences, mais aussi sur le langage, comment on se comporte. Et c'est aussi un travail sur les stéréotypes. Ce n'est pas une question de combattre les stéréotypes, mais de plutôt les connaître et les accepter et les utiliser à son avantage. Une chose qui est un avantage clair et net de faire partie d'une minorité, c'est que ça attire l'attention. Vous êtes différent, donc on vous voit. Donc voilà, c'est une opportunité d'utiliser ce moment d'attention à votre avantage et plutôt le voir comme des avantages. C'est pas zut, il me regarde, comment est-ce que je me cache, mais c'est plutôt chic, il me regarde, comment est-ce que j'exploite ce moment d'attention pour faire passer mon message. Alors Paul, oui, effectivement, alors il faut attendre qu'on nous regarde pour pouvoir prendre notre place quelque part. Donc, et je reviens sur ce leadership masculin ou féminin pour vous questionner sur comment, pour vous, parce que moi je dis quand on est leader, c'est qu'on sait diriger, c'est qu'on s'expose, c'est qu'on a une force des forces de proposition, etc. J'ai envie de dire, ça peut être une femme comme un homme. Voilà. Alors je dis effectivement, c'est plutôt la culture qui fait que les femmes n'ont pas pu accéder à ces postes, et on sait pourquoi, on vient de le dire. Mais pour vous, est-ce qu'il y a un leadership féminin et masculin? Ou est-ce qu'on peut dire qu'il n'y en a pas, simplement, c'est une question d'acceptation d'un sexe comme de l'autre? Non, il y a effectivement quelques différences. Ici, ces différences sont causées par le fait qu'il y a une différence innée, ou c'est plutôt à cause de l'éducation ou de la socialisation qui est différente. C'est difficile à dire, mais pour l'instant, il y a quelques différences. C'est-à-dire que là, les femmes sont plutôt... la différence n'est pas énorme, mais il y a quand même des différences qui sont visibles, palpables. C'est-à-dire que les femmes sont plus dans la motivation, plus dans la coopération, plus aussi en cherchant l'harmonie, voire l'inspiration
les autres en comparaison avec les hommes leaders. Donc là, il y a des différences. Il faut dire aussi que dans les organisations modernes qui sont moins hiérarchiques, où on travaille plus avec des personnes de haut niveau de professionnalité, avec des soi-disant knowledge workers, donc qui travaillent avec la tête, plutôt qu'avec la main. C'est une autre façon de leadership qu'il faut, et c'est plutôt ces aspects-là qui sont un avantage. Donc voilà, donc ils n'ont pas forcément des différences noires et blancs, mais c'est plutôt est-ce qu'ils sont mieux au travail en équipe? Oui. Ça ne veut pas dire que les hommes ne savent pas travailler en équipe. Est-ce que les hommes sont plus orientés résultats? Oui. Mais ça ne veut pas dire que les femmes ne sont pas du tout orientées résultats. Merci. En tout cas, donc gestion des différences, l'ensemble des deux segments dans l'entreprise et pour la rendre performante. Je vais me retourner vers Fatia pour le sexisme. C'est un non-sujet aujourd'hui dans le monde de l'entreprise. Et prochainement, le Conseil supérieur professionnel organise le 11 février une journée pour s'interroger sur ce sexisme, ce qu'ils appellent ordinaire dans l'entreprise. Quels sont les moyens pour vous aujourd'hui de lutter contre ce sexisme qui existe dans les entreprises? Alors, identifier le sexisme, c'est une tâche relativement délicate, puisqu'il s'agit d'un mot relativement insidieux. On n'affiche pas le sexisme dans l'absolu. Moi, je travaille beaucoup avec des clientes que j'accompagne en prise de parole publique, qui sont des femmes très hautes dans la hiérarchie et qui ont affaire à des comex, des codines extrêmement qui rappellent vraiment les cours de récré, les boys club. Et c'est très délicat pour elles de savoir si elles ont été victimes de sexisme, parce que ce n'est pas forcément affiché. Alors, je dirais la recommandation que j'aurais tendance à donner dans ce sens-là, c'est la création de ce qu'on appelle les safe spaces. Et le safe space, c'est un espace qui est sécurisant. Alors un safe space, ça peut être un espace qui est physique, qui peut par exemple être dans un espace de repos, où on peut créer un espace dédié à ce type de conversation. Ça peut être aussi un safe space qui est complètement virtuel, qui peut être intégré notamment à des conversations autour de la mixité dans le cadre d'intranet, où on lance la conversation. C'est une question qui est délicate, mais qui aussi nous amène à réfléchir à notre perception du sexisme, comment en fait finalement il s'affiche. Est-ce que j'avais la conversation hier avec un de mes collaborateurs sur TEDx Lyon, qui est une très belle agence sur Lyon, qui me dit Fatia, j'ai foiré hier. J'ai parlé avec une de mes collaboratrices et je lui ai dit ma belle. Et j'ai encore foiré après un verre de champagne, je lui ai dit Miss. Il était paniqué. Et il me dit comment est-ce que je rattrape le coup. Et c'est là en fait où lui-même il se rendait même plus compte en fait que finalement il l'infantilisait en fait en faisant ça. Et donc je pense que c'est aussi la vigilance que nous on a par rapport à un type de discours, une sémantique à laquelle on est vraiment accoutumé. J'ai une autre cliente qui travaille aussi dans un gros groupe et qui me disait que son N+1, donc son directeur hiérarchique direct, ne pouvait pas travailler avec elle, tout simplement parce qu'il a la coutume de travailler avec les femmes, soit en mode patriarche, donc je suis ton père, soit, excusez-moi de l'expression, tu es ma pute. Et donc cette vision très binaire finalement de la structure faisait qu'elle était incapable de gérer la relation avec lui. Elle a dû travailler toute une stratégie dingue sur plusieurs années pour pouvoir ensuite être mutée dans un autre département. Donc je dirais, pour répondre à votre question, c'est la vigilance en fait. Et nous-mêmes, des fois les femmes, on a tendance à avoir des remarques très sexistes. Le fait de dire juste nous les nanas, c'est là la CREC aujourd'hui, c'est pas possible. Hein, donc c'est une forme, à mon avis, de réduction. Tout ce qui amène une réduction, c'est une forme de sexisme. Même si, j'entends que sexisme, c'est la réduction d'un homme vis-à-vis d'une femme. Je pense que voilà, je dirais, création de safe space, donc en parler autour de soi, créer dans des réseaux d'entreprises une logique de sisterhood, de personnes avec qui on peut en parler, partager.
faire remonter l'information. J'ai vu Claire notamment qui a travaillé de façon très assidue avec la personne au RH et qui a entraîné son supérieur hiérarchique sur un harcèlement. Donc dans un premier temps, créer cet espace de conversation et deux, être nous-mêmes vigilantes à notre sémence. Merci en tout cas pour cette explication et encore une fois, c'est aussi un thème qui fait partie de ces interrogations dans notre monde, entreprise, politique et électrique. Je me retourne vers vous, Thérèse, parce que vous avez aussi en charge le handicap sur les questions d'égalité et de parité. Alors handicap, femmes, on en fait deux. Comment est-ce qu'on gère parce que moi dans le sport, je peux vous dire qu'effectivement, quand on gère le handicap, c'est quelque chose de très spécifique, etc. Et on le gère d'une certaine manière. Et quand on est encore une sportive handicapée, c'est encore bien plus difficile à se faire entendre, à se faire considérer et être traité comme tout le monde. Alors en fait, c'est un peu le hasard qui fait que j'ai récupéré ces deux discriminations, mais je ne le regrette pas aujourd'hui. C'est-à-dire à l'origine, j'étais égalité femmes-hommes sur la ville de Lyon, et puis il y a eu les élections européennes en 2009, je crois. Et Sylvie Guillot, qui était l'adjointe, qui était en charge des affaires sociales, du handicap, de la santé, est devenue députée européenne. Et elle a dit qu'elle ne voulait pas garder l'ensemble de ses compétences. Du coup, le maire de Lyon a demandé qui veut prendre le handicap. On a un peu, personne ne s'est bousculé au portillon, bien entendu. Et moi, en même temps, je me disais, c'est pas inintéressant d'avoir deux discriminations, c'est pas inintéressant. Voilà. Et donc, j'ai accepté aussi, pour des raisons personnelles, parce que j'étais un peu touchée par cette problématique. Et voilà, je pensais aussi que ça pouvait être plusieurs cordes à mon arc. Depuis, je ne regrette pas, parce que je vois quand même que les deux discriminations, à la fois se complètent par certains aspects, comme vous l'avez dit, par exemple, une femme handicapée, elle a plus de difficultés encore que les hommes handicapés dans l'emploi. Elle peut être plus victime de violence de la part des conjoints, des hommes, etc., qui profitent de leur faiblesse. Les trois quarts du handicap étant des handicaps invisibles, donc des personnes qui sont en situation de fragilité, en particulier psychologique, et dont on peut beaucoup profiter. Et en même temps, moi, ça me permet en tant qu'adjointe de voir comment les deux discriminations sont traitées. Donc je dis toujours que j'hésite à dire la première dont je m'occupe, parce que je vais dire d'abord égalité femmes-hommes ou d'abord handicap. En gros, quand je dis que je suis en charge des personnes en situation de handicap, tout le monde me regarde en se disant « Oula, la pauvre, il y a consensus sur le handicap, je n'entends jamais une critique sur… parfois ça peut sortir, des gens qui disent on fait trop pour les personnes handicapées ou on fait rien pour les personnes handicapées, mais en gros, il y a consensus sur l'idée qu'il faut s'occuper du sujet. Voilà. Et par contre, sur égalité femmes-hommes, j'ai toujours droit à des remarques. Il n'y a pas une salle où on ne m'attaque pas pour me dire regardez voir, vous avez tout. D'ailleurs, la preuve, c'est que vous êtes adjointe au maire. Et puis moi, j'ai un copain, il se fait battre par sa femme. Et puis ci, et puis ça. Enfin bon, voilà. Donc j'en entends des verts que des pas mûrs. Donc c'est toujours une compétence qui est plus contestée que l'autre. Donc c'est intéressant de voir la façon dont les choses sont prises. Je dois dire, par exemple, dernièrement, j'ai vécu une histoire qui m'a beaucoup frappée. 25 novembre, journée internationale contre les violences faites aux femmes. On m'avait proposé, des personnes qui ont créé une association, m'avaient proposé de faire une soirée à l'hôtel de ville, de gala, avec des tables vendues aux entreprises 3 000 €. Le bénéfice devait ensuite aller aux associations qui luttent contre les violences faites aux femmes. Super, pour une fois qu'on proposait quelque chose, on a récupéré de l'argent, etc. Bon. Donc on prend les grands salons de l'hôtel de ville. Il y avait déjà 10 grosses entreprises qui s'étaient inscrites pour ces tables, pour ces soirées, c'était assez people, etc. Bon, voilà, il y avait grands chefs qui devaient faire un très bon repas. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Le repas n'a pas eu lieu parce que finalement, 15 jours avant, il y a déjà 4 entreprises qui sont dédites. Et moi, je me suis dit, en fait, elles se sont dit 3 000 € pour les violences faites aux femmes. Il y a 2 entreprises que je connais, je ne dirai pas les noms, qui ont énormément d'argent. Il n'y a aucune raison qu'elles se soient dédiées de cette soirée. Mais je pense qu'elles se sont dit, les violences faites aux femmes, c'est pas porteur. Si ça avait été un enfant handicapé, je suis sûre que je serais allée jusqu'au bout à l'hôtel de ville. C'est clair et net. Voilà. Et je peux vous multiplier comme ça des exemples. C'est quand même interrogeant sur une façon de considérer les discriminations encore aujourd'hui en France. Voilà. Juste deux remarques, pas forcément
relativement petit. Sur les horaires politiques, vous dites que les horaires politiques sont extensibles. En même temps, moi, ça ne me choque pas. C'est-à-dire qu'on ne doit pas faire de réunion en interne à coincer nos salariés, passer 18 heures, etc. Mais en externe, moi, je suis prise pratiquement tous les soirs. Et c'est lié au fait que pour rencontrer la population, c'est une fois qu'elle a travaillé. Donc, ça ne me choque pas de rencontrer les gens. Ce soir, je fais une sensibilisation au conseil de quartier à partir de 18 heures, par exemple, à l'hôtel de ville. Bon, ben voilà, les gens, ils sortent du travail à ce moment-là. Donc, quand on fait de la politique, on sait qu'on est coincé le soir. Puis après, il y avait une autre remarque que je voulais faire par rapport à ce que vous avez entendu de monsieur. C'est vrai que les femmes, elles sont plus souvent dans la coopération. Alors, c'est l'éternelle discussion de l'essentialisme autour des femmes et puis de la culture qui fait que les femmes sont comme ci, comme ça. Donc, c'est une grosse discussion. C'est vrai qu'aujourd'hui, les femmes, elles peuvent paraître, par exemple, apparaître comme plus coopératives dans le travail, etc. Mais c'est parce qu'elles sont éduquées à ça depuis leur enfance, et puis parce que dans une certaine situation, parfois de solitude, elles ont été obligées aussi obligées de travailler avec d'autres, etc. Donc, ce qu'elles peuvent être aujourd'hui de différent par rapport aux hommes, c'est pas la nature des femmes qui le fait. Vous connaissez toutes des femmes qui peuvent être extrêmement dures, énergiques, violentes, dans des rapports de force au travail, etc. Donc, ne pas conclure à l'essence des femmes qui sont douces et gentilles, coopératives, etc. Donc, il faut être très nuancé par rapport à ça. Moi, je suis contre l'essentialisation des femmes. Et je suis au contraire pour dire qu'ensemble, il faut bien prendre conscience de la façon dont on a été éduqué, essayer de réfléchir à ça, soi-même et dans la société, et ensuite voir comment est-ce qu'on travaille ensemble pour vivre autrement ensemble. Et pas sur la base de l'essence féminine, douce et gentille, voilà. Merci en tout cas, merci. Voilà, donc effectivement, une approche aussi qui est intéressante. Françoise, je voudrais revenir à vous sur votre association Supplémentaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots rapidement pour le lien avec ce que vous aviez fait en tant que professionnel, etc. Pourquoi cette nécessité de créer cette association? En fait, je me suis rendu compte dans ma vie professionnelle que les luttes que je pensais acquises par mes grandes sœurs, les années 1970, voilà, l'égalité en couple, etc. En fait, voilà, j'ai beaucoup cru à ça, j'ai cru que c'était fait, j'ai cru que l'égalité était là. Et puis, effectivement, les femmes ont pu évoluer dans les entreprises, puisque moi j'étais en entreprise, je voyais surtout ça. Et puis dans les années 90, ça s'est retourné. Il y a eu un certain M. Pasqua qui est passé au gouvernement, il y a eu je ne sais plus quelle mesure, et les choses ont commencé à se retourner, et j'ai vu les filles ressortir des comités de direction. Et je me suis dit, il va falloir se réoccuper de ces questions, parce que si on laisse les choses faire toutes seules, elles ne se font jamais. D'où l'envie à un moment donné, de remiliter, je vais utiliser ce mot-là, et de dire que je suis féministe, parce que le féminisme est simplement un humanisme, c'est simplement une cause juste que les femmes puissent faire ce qu'elles ont envie de faire, comme les hommes, et que les hommes puissent faire ce qu'ils ont envie de faire, parce que là aussi, on les bloque, aussi, peut-être moins que nous, mais on est aussi bloqué dans certains schémas. Et donc, du coup, de fil en aiguille, moi j'ai fait un peu mon marché des associations. Après, c'est une petite histoire, j'étais rentrée dans une association qui, en fait, on a eu un problème interne dans cette association. On a décidé de créer Supplément d'âme avec comme idée de créer une association qui allait œuvrer pour la juste place de la femme, enfin des femmes, dans la vie sociale et économique. Des femmes dans la vie sociale et économique. Et donc, ce que ne proposait aucune autre association. Donc, être à la fois sur les thèmes sociétaux et sur les thèmes économiques. Et on poursuit toujours ce double axe, ce qui n'est pas simple, ça donne lieu au sein du bureau à de très nombreuses discussions. Parce qu'on regarde ce côté-là, trop de ce côté-là, parce que c'est à la fois tout ce qui va permettre à des femmes de soit de gérer mieux leur carrière, d'ouvrir leur entreprise, avoir plus confiance en elles pour aller discuter avec leur banquier, toutes des choses comme ça, donc développer leur assertivité, on va dire que c'est un côté économique, du mentorat, du réseautage, des réunions business, voilà, tout ça. Et de l'autre côté, tout ce travail sur les représentations, avec plusieurs think tanks, et je regarde des films parce qu'on a fait tout un travail autour de hommes, femmes, acteurs de l'égalité, avec toute la question de comment on ne fait pas ça tout seul, comment on fait ça avec les hommes, parce que c'est bien une question sociétale, et c'est une question de manière de vivre ensemble. Et donc, à un moment, il faut arrêter d'être qu'entre filles pour discuter de ça, il faut partager les points de vue pour arriver ensemble à faire progresser les choses. Donc voilà, on est toujours sur ces 2 axes, et avec des choses, des petits ateliers contre le sexisme, parce que c'est bien sûr,
repérer les situations sexistes. Alors c'est super rigolo ce truc, hein, parce qu'on ouvre l'atelier et puis au début de l'atelier, il y a des filles qui arrivent en se disant que certaines choses ne sont pas sexistes. Et puis au cours de l'atelier, elles se rendent compte que tel ou tel type de propos est sexiste. Et comment on fait pour, on s'entraîne après pour, dans le petit jeu ce matin, pour avoir des réparties, pour se sortir de ça d'une manière élégante, je veux dire. Mais en même temps, il faut prendre conscience que non, ça c'est pas du jeu. Voilà, on ne doit pas juste tout le temps être amené à un objet sexuel. Merci. Oui, très bien, très bien. En tout cas, les réseaux aujourd'hui, c'est quelque chose d'important. On voit qu'ils se développent, énormément de réseaux féminins, des réseaux mixtes aussi. Hein. Je pense que ça fait aussi partie de l'évolution. Alors, avant de passer aux questions de la salle, comme on a un seul homme à la table ronde, j'avais envie de vous laisser le mot de la fin pour la table ronde. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, Paul? Est-ce que je peux prendre la parole avant que Paul la prenne? Parce que c'est par rapport à lui. D'accord. Bon voilà, Isabella Lenarduzzi, je suis fondatrice de Jump. C'est la deuxième fois qu'on a un homme dans toute l'histoire de Jump qui dit que finalement les stéréotypes des femmes, eh bien c'est tout à leur faveur et qu'on a intérêt à les utiliser de façon positive. Alors, il y a peut-être des choses... Bon, moi, je suis italienne d'origine, comme mon nom l'indique, et j'ai une culture italienne, et je souffre aussi de stéréotypes, toujours en retard, et c'est vrai, volcanique, et c'est vrai, la preuve. D'autres choses moins positives, c'est que je suis toujours là à la dernière minute, quand on n'arrive pas à délivrer, on n'est pas bien organisé. J'espère qu'aujourd'hui, vous pouvez voir que ce n'est pas le cas. Les femmes, par rapport aux stéréotypes dans le monde du travail, c'est quand même un sacré handicap. Et c'est très très compliqué de le voir positivement. Les femmes, elles sont vues d'abord comme des femmes plutôt que d'abord comme des professionnels. C'est tellement vrai que Catalyst a fait une magnifique étude, et c'est vraiment dommage qu'Isabelle ne soit pas là aujourd'hui pour le dire, c'est qu'en fait les femmes, pour être reconnues, pour être visibles dans leur entreprise, il faut qu'elles restent suffisamment longtemps pour acquérir des résultats, parce qu'elles vont être jugées sur base des résultats qu'elles ont à montrer. Tandis qu'un homme, il est évalué suivant un potentiel. Et donc, il peut faire sans aucun problème ce qu'on appelle du job hopping, c'est passer d'un job à un autre, parce qu'il n'a pas besoin de résultats pour être légitime. Une femme a besoin de résultats pour être légitime. Alors bien sûr, il y a toujours des exceptions, mais en attendant, c'est quand même très important pour nous les femmes et pour les hommes de savoir que les stéréotypes, pour les femmes, c'est vraiment pénalisant dans le monde du travail. Le monde du travail a été construit depuis des centaines d'années par des hommes pour d'autres hommes. Et que donc, si on veut nous être visibles, eh bien, il faut quelque part qu'on mette un costume d'homme. Sinon, on n'est pas reconnu comme étant un leader potentiel. Et ça, c'est extrêmement compliqué pour nous, les femmes, à gérer. Et donc, voilà, je voulais réagir par rapport, avant que Paul ne prenne la parole. Propos d'Isabella, et après on passera aux questions de la salle. Oui, et puis c'est tout à fait vrai, et donc il faut se rendre compte de cette réalité, et voilà, on peut faire deux choses, on peut attendre que le monde change, qu'il y a une loi qui vous mette peut-être, qui vous donne une promotion parce qu'il y a un quota à remplir, ou on peut essayer de réussir dans cette réalité. Et ça commence avec une prise de conscience de soi-même, comment réagir à nous-mêmes et comment on peut être compris par l'autre. C'est donc connaître comment, si c'est un homme, comment est-ce qu'il pense, comment est-ce qu'il peut comprendre ce que moi je sais, je suis, c'est peut-être autre chose que je veux dire qu'il comprend, parce qu'il y a des langues différentes, c'est pour ça que je parle souvent il faut apprendre à être bilingue, donc vraiment comprendre la langue de l'autre genre, il y a cette différence, c'est comme une autre culture parfois, et avec ça, on peut, sans se mettre dans un costume d'homme, mais quand même adapter son comportement et son discours tel qu'on soit mieux compris. De l'autre côté, évidemment, il y a aussi un travail à faire. Je rencontre pas mal d'hommes qui disent voilà, je fais tout, je peux mettre en avant les femmes, j'ai une poche, je ne la comprends pas, mais elles ne veulent pas.
parce qu'elle ne se manifeste pas. Et c'est vrai et c'est faux. Dans le sens que, oui, c'est vrai parce qu'elle ne se manifeste pas dans un langage que lui comprend. Elle ne donne pas les signaux que lui comprend comme ambitieux. Et c'est donc faux dans le fait qu'effectivement, elle est ambitieuse, mais elle donne des signaux qu'elle ne comprend pas. Donc, c'est de l'autre côté, cette compréhension doit être faite pour vraiment utiliser le talent exprimé. Il y a beaucoup, effectivement, ça a été évoqué, il y a un manque de talent, il y a beaucoup de dirigeants masculins. Où est-ce que je trouve le talent? Je le cherche, ils le cherchent honnêtement, mais ils ont un filtre, des lunettes qui ne permettent pas avoir les oreilles, qui ne peuvent pas attendre ce qu'ils ont besoin d'entendre pour prendre cette décision. Donc voilà, je vais te promouvoir, toi, dans ce cas. Je crois qu'il y a réagir en tout cas sur. Et puis il y a des réactions, et juste un mot simplement pour dire aussi qu'au niveau de. Il faut que le monde change. Et je vous fais part d'une revue qui s'appelle Eve, revue féminine illustrée du dimanche, qui date du 29 mars 1936. Et à la deuxième page, pourquoi les femmes ne doivent pas désespérer, c'est l'article. Très brièvement, en fait, ce qui est vraiment très compliqué pour les femmes, c'est qu'en plus, elles n'ont pas le droit de poser des ambitions. Donc, comment est-ce qu'elles font pour montrer qu'elles ont l'ambition sans en avoir le droit de montrer qu'elles ont l'ambition? C'est pas, éducationnellement, c'est pas admis. Donc, comment elles font? Et bien, vous venez cet après-midi dans l'atelier pour l'ambition et elles vont apprendre à avoir de l'ambition et à la développer. Question à la salle. Vous vous levez, vous dites qui vous êtes et vous prenez la parole. Merci beaucoup. Donc, moi, c'est une question qui s'adresse à Paul Comberock. Je suis Marion Chassal de Heidi's on Stage. Alors, je vais essayer de canaliser ma passion et ma flamme. Comment vous dire? Vous parlez de bilinguisme, et ça, c'est quelque chose qui me plaît. Mais ce que j'entends, c'est qu'il y a un bilinguisme qui consiste pour les femmes à parler le langage des hommes. Et je n'ai pas entendu le bilinguisme qui consiste à, pour les hommes, vouloir se mettre dans des chaussures de femmes. Alors peut-être que ça serait une image un petit peu bizarre aujourd'hui d'avoir ça dans la tête, mais de se dire comment est-ce que les hommes aussi peuvent s'adapter à des mentalités qui soient plus, avec des archétypes qui soient différents, avec des mentalités qui soient beaucoup plus équilibrées. C'est-à-dire avoir un équilibre entre les deux. Et ce que j'entends jusqu'à présent, c'est que les femmes doivent rentrer dans des carrés, alors qu'elles sont rondes, ou elles sont de toutes les formes qu'on veut, et on n'admet qu'une forme possible, c'est cette forme carrée. Donc, est-ce qu'à un moment donné, on ne pourrait pas avoir aussi un bilinguisme qui consiste à avoir des groupes d'hommes aussi, où cette prise de parole, où le travail sur les stéréotypes, le travail sur les biais et sur les représentations, leur permettent aussi de voir comment nous on fonctionne et comment est-ce qu'on peut voir le monde différemment. Voilà, et je vous demande la réponse. Merci beaucoup pour cette question, parce que ça me permet de rectifier un éventuel malentendu. Parce que ça vient effectivement des deux côtés. Et c'est très, très important. Je viens de publier un article sur comment faire, parce qu'on est à la fin de l'année, comment faire l'appréciation de performance si votre collaboratrice est une femme. Et pour rendre conscient que ça peut être une conversation bien différente que avec un homme. Et quelles sont les différences, par exemple, voilà, que ce soit encore une fois inné ou par éducation. Honnêtement, je m'en fiche largement, je travaille dans la réalité. Pour l'instant, en tout cas, généralement, les femmes, il y a des études qui prouvent ça, on a tendance de plus regarder et mettre en avant les choses qui ne sont pas bien faites que les choses qui sont bien faites. Donc, un homme qui n'est pas bilingue comprend ça mal, parce qu'il n'y a apparemment un problème avec ça. Donc,
de devenir bilingue, se dit, bon là, il se peut, encore une fois, des individus différents, mais il se peut que quand j'ai une collaboratrice, moment, qu'elle mette plus en avant ces choses qu'elle a bien fait, et comment est-ce que je l'aide, ou que j'aide nous deux, avec une impression objective qui regarde les bons et les mauvais côtés, pour que cette appréciation de performance soit bien faite comme on veut dans notre entreprise. Merci. Merci. D'autres? Une question? Levez-vous et je m'appelle Alain Michela, je suis la guide des dépôts et je m'adresse à Mme Ramatel par rapport aux milieux politiques. Justement, les mesures de plus en plus, on les voit, de discrimination positive et Action positive. Voilà. Positive action en anglais. Donc, il n'y a qu'en France pour traduire discrimination. Après, c'est le terme qu'on utilise depuis courant ici, donc je le prends aussi. Donc par rapport à ces politiques de discrimination positive ou de quotas qu'on voit de plus en plus, est-ce que le risque pour les femmes, justement, c'est pas de favoriser les stéréotypes, de dire vous êtes une territoire de responsabilité seulement parce qu'on a décidé que tant % de femmes doivent l'être, mais non pas parce que vous êtes compétente dans votre domaine. On devrait peut-être se justifier davantage pour les femmes à un niveau de responsabilité élevé et qu'on a bénéficié de ces mesures de Ça fonctionne de moins en moins. Oui, ce que vous dites, ça fonctionne de moins en moins. Disons, c'était une discussion qu'il y avait il y a 10 ans, aujourd'hui nettement moins, parce que moi je réponds toujours la preuve par l'exemple. Les femmes, elles travaillent aussi bien, elles assument des qualifications politiques aussi bonnes que les hommes. Enfin, vous le voyez au niveau des ministères, vous voyez, etc. Bon, voilà, au niveau d'une ville. Après, donc moi je réponds toujours ça, la preuve par l'exemple. Donc aujourd'hui, les femmes qui se retrouvent élues, qui sont élues, elles assument 100% de leur fonction. Voilà, il n'y a pas de différence. Après, le problème dans la parité politique, je le disais là, quand on a fêté les 70 ans du droit de vote des femmes, c'est qu'il y a la parité quantitative et ensuite il faut faire attention à la parité qualitative. Pas dans la qualité des femmes, mais dans les fonctions qu'elles occupent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez, par exemple, sur la ville de Lyon, la moitié des femmes qui sont adjointes, c'est la loi, donc la moitié des adjoints sont des femmes. Mais elles sont sur affaires sociales, etc. C'est-à-dire, elles ne sont pas sur les finances, elles ne sont pas sur l'urbanisme. Moi, je me dis souvent un peu en riant, il y a les grands adjoints et les petits adjoints, quand même. Différence de traitement, de considération, etc. Voilà. Et voilà, vous savez qu'à une époque, on disait aussi au niveau départemental, quel est le féminin d'un conseiller départemental, c'était suppléante. Voilà, parce que la femme, elle est toujours suppléante, où on la met sur des circonscriptions, en tête de liste, on la met sur des circonscriptions où en gros, on sait qu'elle ne pourra pas gagner, donc du coup, les hommes ne sont pas intéressés par ces circonscriptions. Donc voilà, aujourd'hui, on est encore sur le quantitatif, parce que, par exemple, des femmes maires de grandes villes, il y en a très très peu, sur des villes de plus de 100 000 habitants, je crois que si mes souvenirs sont exacts, il y a 34 000 en France. De plus de 100 000 habitants, il doit y avoir 4 ou 5 femmes maires, pas plus. Donc il reste encore le problème du quantitatif, mais il y a aussi le problème aujourd'hui de la parité qualitative. Et par contre, les femmes sont ni meilleures ni moins bonnes que les hommes en politique. Vous avez des femmes quand même en politique qui personnellement ne sont pas ma tasse de thé, vous voyez. Et puis il y en a d'autres que j'aime beaucoup, etc. Et pareil pour les hommes. Il y a des hommes. Voilà, moi je le dis aussi en politique, je le vois beaucoup. Moi, j'ai des collègues hommes qui travaillent énormément, qui ont une vraie sensibilité sociale, qui sont très droits, très engagés, tout autant que des femmes. Et il y a des femmes qui sont infectes en politique. Voilà, donc c'est... Non, mais donc, voilà, d'abord un exemple où le quota peut fonctionner. Donc il y a cet aspect de masse critique qui joue effectivement un rôle. J'ai travaillé dans l'industrie automobilière et puis dans les usines en Angleterre, on voulait on besoin de plus de talent et intégrer les femmes à la chaîne de production. Et quand on mettait une femme dans une équipe ici, elle se faisait injecter, elle était sexiste, etc. Dès qu'il y avait
2 ou 3 sur 6, tous les posters avec ça, nous, etc., disparaissaient, et ça devenait une équipe performante. Mais dans les conseils d'administration ou les directions, c'est un peu plus compliqué. Il y a une grande étude qui est apparue l'année dernière sur effectivement cette espèce de discrimination positive, l'impact de affirmative action, pas seulement par un, mais aussi les autres minorités. Et puis ce que se montrait qu'il y a un cercle vicieux malheureusement qui peut s'installer, que d'un côté effectivement ceux qui reçoivent ces personnes qui sont mises là, pensent qu'ils sont mis là parce qu'ils ont un problème, ils ont besoin de l'aide, il y a une étiquette d'incompétence, et les personnes elles-mêmes qui ont été mises là, bon, j'ai du besoin de l'aide, donc tu dois avoir un problème. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des quotas, mais il ne faut pas faire des quotas comme ils sont faits souvent dans cette mesure politique, c'est bien mesurable. Les politiciens doivent voir, regarde-moi, j'ai mis ça avant, j'ai forcé mon entreprise à avoir ces quotas. Mais après, il faut des mesures d'accompagnement qui permettent à ces personnes-là qui sont mises là de déjouer cette image négative qu'ils ont électorale sur eux-mêmes et faire des choses qui leur permettent de réussir. Et aussi, du côté qui reçoivent ces personnes-là, qui se rendent compte de cet effet-là et qui ont un regard plus objectif sur ces personnes-là. Donc, quota. Passons. Tout le monde se prend. Est-ce que je vais d'abord demander s'il y a encore une prise de parole dans la salle? Quelqu'un qui. Monsieur, alors. Oui, alors, je suis directeur des affaires sociales, Société Sophie. Faire un petit clin d'œil, Marie-Françoise. On fait beaucoup de sponsoring sportif. On fait beaucoup de sponsoring sportif chez nous, vraiment vis-à-vis du biathlon. Et on sponsorise à la fois Martin Fourcade et Marie Dorin. Marie Dorin, l'année dernière, elle a été double championne du monde après 9 mois. Elle avait une maternité 9 mois avant. Imaginez qu'on a le souci effectivement d'avoir cet équilibre aussi dans nos approches externes, parce que ça demande cette rigueur. L'approche mixité, elle doit nous engager sur l'ensemble de ces initiatives et notamment en matière de. Et la dernière chose que je voudrais partager, c'est que voir une femme ou un homme gagner, je vais vous dire, ça procure la même émotion. Merci, merci. 57 ans pour entendre ça. Simplement pour rebondir sur ce que vous voulez dire, et je voudrais faire partager à la salle. Marie Dorin, donc, elle s'arrête, fait un enfant, etc., veut revenir au plus haut niveau de la compétition. Il a fallu battre avec sa fédération, parce qu'elle voulait se déplacer avec son enfant et sa famille, justement pour faire les championnats du monde, etc., que ça ne lui a pas été accepté par la fédération de ski, d'accord? Donc elle était très performante, encore une fois, en n'étant pas dans un contexte qui lui personnellement devait lui convenir, c'est-à-dire d'être avec son enfant sur les lieux de l'épreuve, je pense que vous le savez sans doute, et qu'à côté de ça, ben pourquoi? Parce que je peux vous dire, la fédération de ski, 2 femmes, 4 techniques, d'accord? Voilà, 87 bonhommes, ok, voilà. Donc je crois que, merci en tout cas de ce clin d'œil, et je suis ravie, peut-être, elles veulent encore parler, qu'est-ce que je fais? Allez-y, la parole est libre. C'était sur les quotas. Oui. Allez, dernière sur les quotas. Je crois qu'il ne faut pas être gêné avec ça. Comment vous enlevez la gêne de ça? Moi aussi, j'étais contre les quotas, parce que je trouvais qu'on allait y arriver. Non, on n'y arrive pas. Donc, il faut quand même bien vous dire que les quotas des hommes, ils sont invisibles. C'est la capacité à être dans les réseaux en permanence. C'est-à-dire qu'il y a ces réseaux d'hommes qui existent. On va voir le soir d'ailleurs les filles, travaillez moins et allez vous promener dans les bureaux. Hein. Ça, c'est meilleur pour votre carrière. Donc c'est ça qu'il faut apprendre à faire. Donc ça, vous ne le voyez pas, c'est invisible. Les quotas, ça permet simplement d'obliger les structures à regarder des candidatures que sinon ils n'iraient pas chercher parce qu'on va au plus facile. Pourquoi vous pensez qu'il y a autant de mecs sur les tribunes, là, à la télé, etc. Parce que c'est plus facile pour les journalistes d'aller chercher toujours les mêmes têtes. Si vous leur dites maintenant ça suffit, on veut 30% de femmes, 40% de femmes dans le machin, ils vont être obligés de bosser, d'aller les chercher. Mais une fois qu'ils les auront trouvées, elles seront dans leur liste et ça sera fait. Voilà. Dernière question. Je vais intervenir sur la question des quotas, sur la. Justement, désolée, c'est pas un sujet qu'on adore tous. Et la question de la représentativité des femmes dans la prise de parole publique. Il y a certaines conférences, une image qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux,
travail, je crois. J'avais 16 ans. Et à Lyon. Il y en a eu plusieurs, hein, des conférences où en effet on parlait de femmes et il n'y avait pas de femmes. Je pense qu'il y a une vraie action très concrète à faire, c'est d'écrire aux personnes qui organisent la conférence et vraiment vous énerver contre, vous ériger contre ce type de pratique. Alors chez TED, on a de très bonnes pratiques par rapport à ça, parce qu'on est sur une logique de 50% dès que possible. On lance une initiative aussi cette année avec le TEDx Lyon, avec un comité d'inspiration qui est composé de 3 personnes, 2 femmes, 1 homme. On inverse le quota. Et on organise aussi un TEDx Women, avec à la clé la création d'un Speakers Bureau sur Lyon qui va nous permettre de représenter encore plus de femmes. Et ça, c'est important parce que les femmes ont besoin de prendre la parole plus souvent. Et je confronte tous les jours à des clients qui me disent nous, on a envie de faire venir des conférenciers, mais on ne sait pas où les trouver. Donc, on espère que ce Dans le guide des experts. Il y a un le guide site national qui s'appelle le guide des experts. Il y a un et donc là, vous avez tous les sujets avec toutes les femmes qualifiées pour parler de tout, autant que les hommes. qui est tout à fait complémentaire. Voilà. Merci. On peut dire qu'on sait plus où aller. Je voulais juste reboucler avec la question des stéréotypes, justement sur les quotas. C'est juste un moyen aussi justement de lutter contre ces stéréotypes et cette manière que l'on a d'enfermer parfois les femmes. Je voudrais vraiment qu'on termine là-dessus. On a parlé de différences qui seraient publiées. Il faudrait quand même conclure en disant que la plupart des études montrent qu'on a une différence, on a plus de différence entre un individu A et B qu'entre un individu de sexe féminin et de sexe masculin. Bravo, je crois que c'est la conclusion de cette